Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le président de la République est arrivé en Tunisie. Alassane Ouattara prend part au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Le président de la République va prendre part à des rencontres sur plusieurs thématiques et discuter avec ses homologues francophones à Djerba. Les parlementaires de la Chambre haute adoptent le projet de loi sur la CEI. Les sénateurs membres de la Commission des affaires générales donnent leur accord pour modifier la loi du 9 octobre 2001. Le ministre de l'Intérieur était ce vendredi au Sénat. Yamoussoukro Vagondo Diomandé donne les raisons de ce changement sur sa composition. De nouvelles dispositions dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Le gouvernement vient de procéder à un nouveau plafonnement des prix, une décision qui tient compte de l'évolution à la hausse des prix de certains produits sur le marché. La mesure permet à tous les ménages de supporter les coûts des denrées alimentaires. Les explosions qui ont touché en septembre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique relèvent du sabotage. C'est ce qu'a annoncé le procureur en charge de l'enquête préliminaire menée en Suède. Selon les enquêteurs, les inspections préliminaires avaient renforcé les soupçons de sabotage. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Djerba pour le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. À sa descente d'avion, civilité d'usage par la délégation ivoirienne, conduite par les ministres de la Culture et de la Communication. En marge du sommet, le chef de l'État va rencontrer plusieurs personnalités. On fait le point avec notre envoyé spécial, Franck Wadio. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à l'aéroport Djerba-Tarsis aux environs de 15h45 ce vendredi après-midi. Le chef de l'État, à sa descente d'avion, a reçu les civilités de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près la Tunisie, Ibrahim Sissavané, et de son homologue en France, Maurice Kwaku-Badaman, puis des ministres de la Culture et de la Communication, Françoise Remarque et Amadou Koulibaly, présents sur l'île de Djerba depuis 48 heures. Des civilités faites aussi par le ministre du Tourisme, Moïse Belhaced, accueillant le président Alassane Ouattara au nom du chef de l'État tunisien Kaïs Sayed. Au calendrier du chef de l'État, la participation au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, des discussions qui s'appuieront sur les réflexions issues de la 43e conférence ministérielle de la francophonie. Une journée de travail chargée donc, au cours de laquelle le président Alassane Ouattara aura des rencontres avec certains de ses homologues et plusieurs personnalités. On reste sur place à Djerba avec Franck Wadio, Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, et son homologue québécois, Martine Biron, se sont rencontrés. Un échange en marge de la conférence ministérielle. Les deux pays entendent renforcer la coopération, notamment dans les domaines de l'éducation et de la culture, et ce en faveur des jeunes et des femmes. Rencontre bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Québec en marge de la 43e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Martine Birou et Françoise Remarque veulent renforcer le cadre de coopération entre les deux pays. Nous coopérons ensemble et nous avons déjà des accords qui sont en place, notamment dans le secteur de l'éducation et de la culture. Alors, nous sommes intéressés à développer les affaires en Côte d'Ivoire notamment, en Afrique de façon plus large. Nous avons un point commun formidable. Nous partageons la même langue et ce sommet est un excellent moment pour pouvoir faire rayonner notre langue, notre culture et ouvrir des portes pour faire affaire ensemble en français. La Côte d'Ivoire et le Québec, chacun sur son continent, impulsent le mouvement francophone. La Côte d'Ivoire a beaucoup à gagner de ce partenariat. Nous sortons d'un entretien extrêmement fructueux qui va permettre l'arrivée de Martine en Côte d'Ivoire et nous sommes en train d'explorer des projets ensemble dont l'impact se fera ressentir auprès des jeunes, auprès des femmes. Avec le savoir-faire du Québec, nous pensons que tout cela permettra d'amplifier évidemment nos relations, notre coopération. Des échanges appelés à aboutir en actions concrètes, et cela pour bientôt. Pour la concrétisation, les deux parties se donnent rendez-vous en janvier 2023 à Abidjan.
En attendant, ajoutons que le village de la francophonie est ouvert. Le parc Djerba présente des startups de jeunes entrepreneurs, des instituts de recherche, mais aussi beaucoup de lobbying. Sur plusieurs hectares, le monde francophone est sous les feux de la rampe. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, et sa collègue de la Culture, Françoise Remarque, ont visité ce site symbolique. On le voit avec Franck Wadio. Francophonie 2022, l'île de Djerba en Tunisie abrite le sommet. Au village dédié à l'aspect festif et découverte, le stand des jeunes émergents tranche dans le décor. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été soutenus par la Conféges, notamment à travers la francophonie. Et dans nos différents pays, il y a le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune qui nous ont octroyé des financements pour nous permettre de sortir des prototypes, un peu comme vous voyez là. Pour cette édition, plus de 89 délégations, dont plusieurs présentes sur le site. En fait, c'est tellement beau de voir tous les pays ici. Pays ayant en partage la langue française ou encore portant les mêmes valeurs francophones. Ici, c'est l'apologie de la diversité, tant dans l'opinion que dans l'idéologie. Mais tous se rassemblent. Parce que les besoins ne sont pas pareils. Les besoins en Afrique, les besoins au Canada, les besoins en Corée, c'est pas la même chose quoi, dans la francophonie. Donc il nous faudrait qu'on soit ensemble pour pouvoir coloniser entre guillemets le monde par rapport à notre culture, par rapport à notre folklore, par rapport à nos idées, par rapport à nos découvertes, à nos créations. L'Afrique qui attend beaucoup de réflexions à venir. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Les ministres Amadou Coulibaly et Françoise Remarque de la Communication et de la Culture, un acteur privilégié de ce melting pot, en tirent des enseignements particuliers après avoir sillonné plusieurs stands. On a pu noter qu'au niveau de l'artisanat, un très grand effort, donc l'adjonction du digital. Au niveau de la culture, on a pu faire des visites virtuelles de musées, le musée Bourguiba, des sites archéologiques dans lesquels on peut se déplacer de façon interactive comme si on y était. Voilà un peu tout ce qui montre, tout ce que offre la réalité augmentée aujourd'hui et qui est le monde de demain. L'espace francophone doit être un espace dans lequel nos jeunes, les femmes, puissent avoir des opportunités. Et la dimension économique aussi est une dimension qui va être maintenant renforcée à travers un plan stratégique qui a été aussi reconnu par les chefs de l'État. Mais on ne va pas dévoiler ce qui va se passer puisque ce sont les chefs de l'État qui décideront et qui pourront se prononcer sur cet avenir de la francophonie. Des enjeux à venir lors de la rencontre des chefs d'État, axe majeur du 18e sommet de la francophonie prévu se tenir ce 20 novembre. Et de retour ici en Côte d'Ivoire, allons à Yamoussoukro, les sénateurs membres de la Commission des Affaires Générales disent oui à la modification de la loi du 9 octobre 2001 sur la CEI. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était ce vendredi au Sénat. Le texte présenté par le général Wagondo Diomandé explique les raisons de cette réforme. De la capitale politique, le reportage de Kader Sogodogo. En se présentant devant la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Collectivités Territoriales du Sénat, le général Wagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avait un seul objectif, convaincre et faire passer le projet de loi portant modification de la loi du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante, CEI. Un projet de loi qui est la conséquence du dialogue politique. La phase 5, plus précisément. À l'initiative du gouvernement, s'est tenue la phase 5 du dialogue politique qui a abouti le 4 mars 2022 à diverses recommandations au nombre desquelles la prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la Commission électorale indépendante sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. L'application de cette recommandation nécessite une modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante qui, en l'état, prévoit 16 postes de commissaires centraux. Ainsi s'explique le présent projet de loi. Ce projet de loi, une fois modifié, va permettre de pourvoir de nouveaux postes, exposer des motifs, déclaration des groupes parlementaires, questions et, au finish,
Les hommes du président Jano Aoussou Kouadio ont mis en avant la sagesse qui caractérise leur chambre, le jeu démocratique qui fait adopter le projet de loi. Fini l'étape du Parlement. Place à la construction d'une nation forte dans la discipline. Vagondo Diomandé y tient. Je voudrais dire à l'ensemble de la classe politique qu'il faut qu'on continue de s'inscrire dans cette logique de paix et de cohésion nationale pour que chacun puisse y gagner. Mais surtout que notre pays puisse continuer à être ce grand pays de paix où il fait bon vivre, où chacun se sent absolument à l'aise. La responsabilité est importante et tous les acteurs doivent s'y mettre. Le projet de loi modifié retourne sur la table du gouvernement afin d'être promulgué. Ici à Abidjan, la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne a rencontré le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les deux personnalités ont fait le point de la coopération UE-Côte d'Ivoire, des relations de plus de 60 ans. Michel Digri. 2 mois après sa prise de fonction, l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire est reçue par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une séance de travail qui aura permis à Francesca Di Moro de mieux connaître le CESEC, mais surtout de décliner les nouveaux axes de coopération avec la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé aussi sur ce que l'Union européenne fait en Côte d'Ivoire depuis plus que 60 ans. Et le nouveau programme qui va justement appuyer tous ces aspects, que ce soit d'agriculture durable, cacao durable, d'énergie renouvelable et aussi le grand défi qui est la création d'emplois pour la jeunesse qui a besoin de déboucher et de trouver sa prospérité ici en Côte d'Ivoire. Vous savez que l'Union européenne est un partenaire important pour la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Et le Conseil économique, social, environnemental et culturel est heureux de la recevoir ici et de pouvoir continuer avec elle les échanges de coopération comme on l'a fait avec son prédécesseur, je disais, avec qui nous étions en bonne terre. Pour nous, c'est le changement dans la continuité. Changement dans la continuité qui devrait déboucher sur de nouveaux partenariats institutionnels pour des projets au profit des populations ivoiriennes. Dans l'actualité politique, c'est officiel, Adama Bictogo sera le prochain candidat du RHDP dans la commune de Yopougon pour les municipales en 2023. Il a été officiellement présenté aux militants par le président du directoire du RHDP, Gilbert Koné Kafana. C'était cet après-midi au cours d'une rencontre en présence de l'ensemble des responsables des structures du RHDP de Yopougon. Adama Bictogo s'engage à défendre les couleurs du parti pour les combats futurs. Il appelle les militants à participer massivement à l'opération de révision de la liste électorale. Et voyons la première sortie officielle de la conférence des présidents de conseil d'administration des sociétés d'État et sociétés à participation financière publique. C'était à la faveur d'un dîner gala. Une occasion pour les PCA de revenir sur l'importance de leur rôle et mission ainsi que les défis liés à leur fonction. On en parle avec Jean-Marc Diadji. Faire connaître l'association et relever les défis majeurs liés à la fonction de PCA. Ce sont les principaux objectifs des membres de la conférence des présidents de conseil d'administration des sociétés d'État et sociétés à participation financière publique. Ils lancent leurs activités au titre de l'année 2022-2023. Une sortie officielle effectuée en présence du ministre d'État, Gilbert Kafana Koné, accompagné de certains membres du gouvernement. Antoine Nizako, président de la conférence forte de 82 membres, a rappelé le rôle primordial des présidents de conseil d'administration dans le fonctionnement d'une société publique. Nous représentons le président de la République dans nos sociétés d'État et sociétés, un PCA bien formé, des administrateurs bien formés, peuvent cadrer. Nous comptons sur vous. Le parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Gilbert Koné Kafana, a réaffirmé l'engagement du président de la République et des membres du gouvernement à accompagner cette structure. Je voudrais remercier donc le président de la conférence des présidents du conseil d'administration de nous avoir invités à cette rencontre. Et je leur ai dit que nous étions disposés à les accompagner et nous sommes à leur disposition, ils peuvent compter sur nous. Prestations artistiques et remise de présents aux parrains de la cérémonie ont meublé ce rendez-vous.
Une table ronde ministérielle sur le climat et l'urbanisation à Sharm el-Sheikh en Égypte, thématique désormais au programme officiel de la COP. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a présenté la vision de la Côte d'Ivoire sur la question des villes durables. Il a préconisé une action collective pour une mobilisation financière plus importante. Lancine Bakayoko. Selon le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la bataille climatique sera gagnée ou perdue dans les villes. Une vision que le ministre Bruno Nabagné-Koné a également partagée ici à Sharm el-Sheikh avec l'ensemble de la chaîne. Le représentant ivoirien à cette table ronde ministérielle a surtout mis l'accent sur la nécessité d'un travail collectif multiniveau et multi-acteurs pour la mobilisation financière orientée urgence climat. C'est un effort important, mais c'est un effort qui a besoin d'être soutenu par des acteurs ou des bailleurs locaux, mais également par des bailleurs au niveau national, par des bailleurs au niveau international. Tous sont préoccupés par la question du changement climatique et de la nécessité de faire un effort à tous les niveaux. Et tous sont unanimes à dire que les villes pourraient contribuer. En clair, il s'agit pour les décideurs du monde, en particulier ceux de l'Afrique, de créer un nouvel intérêt pour des acteurs plus aguerris afin d'apporter une réponse plus efficace à l'urgence climatique indissociable aujourd'hui de l'impératif du développement urbain durable. La table ronde ministérielle a été marquée par le lancement de l'initiative Résilience urbaine durable pour la prochaine génération. De nouvelles dispositions dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Le gouvernement vient de procéder à un nouveau plafonnement des prix, une décision qui tient compte de l'évolution à la hausse des prix de certains produits sur le marché. Michel Mambo. Compte tenu de l'instabilité constante des prix de certains produits à l'international et dans le souci constant de préserver le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement a procédé le 16 novembre 2022 à une modification de l'annexe du plafonnement des prix pour tenir compte de l'évolution à la hausse de certains produits. Les prix maxima des produits plafonnés sont disponibles sur le site www.cnlvc.ci. En attendant le constat sur le terrain du respect de ce nouveau plafonnement des prix, un petit tour sur le marché pour nous imprégner de la disponibilité des denrées les plus prisées et des prix pratiqués. À 6 à 500, 7 à 500, ça dépend. Il y a des bananes aussi de 200. Comme actuellement, c'est la période de bananes. Les régimes de 1000 francs, il y a des régimes de 1500. 500. Tomates. Piment 500. Aubergine 500. Le sol à 1000 francs. Aubergine est moins cher. Tomate est moins cher. C'est le piment là qui est un peu augmenté. Actuellement, il y a beaucoup de légumes. C'est un peu moins cher même. C'est moins cher. Bananes, aubergines, piments et autres fruits et légumes à profusion sur le marché et accessibles à toutes les bourses. À Adjamé marché Gouro, comme au grand marché de Trècheville, même constat à quelques différences près. De bonnes nouvelles comme en santé, des interventions médicales conjointes et des livraisons de matériel pour relever le niveau des soins en Côte d'Ivoire. C'est la substance de l'accord conclu entre le ministère de la Santé et une entreprise turque et c'est surtout l'aboutissement de plusieurs mois de négociations. Des détails avec Didier Nguessan. La coopération ivoiro-turque se renforce. Ce HILT Agreement, accord sanitaire, est signé entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et Prusa Medica, un groupe turc spécialisé dans le tourisme médical. Dans cette coopération, il y a le volet formation. Ça va se faire dans les deux sens. Des médecins spécialisés chirurgiens en traumato viendront donc en Côte d'Ivoire pour des cas et puis vice-versa. Alors l'objectif de cette coopération, c'est de faire en sorte que le niveau des soins en Côte d'Ivoire, surtout et concernant le domaine de la traumato, soit assez bon pour les Ivoiriens. L'accord porte entre autres sur la livraison de matériel médical, notamment d'ostéosynthèse ou pose d'implants, de contention interne ou externe, un procédé de réparation de fractures ou de problèmes mécaniques sur le squelette. Grâce à notre coopération, donc non seulement le personnel de santé de notre pays sera formé en Turquie, mais également nous avons conclu pour que les équipements nécessaires, les implants qui
qui sont vraiment nécessaires pour prendre en charge de façon rapide les accidentés qui souffrent de traumatisme, qui ne sont pas disponibles à des coûts réduits, soit donc disponibles dans nos hôpitaux. L'ordre des médecins et celui des pharmaciens de Côte d'Ivoire, de même que plusieurs hôpitaux et cliniques, ont pris part à la signature de l'accord-cadre de coopération. Et vous le savez, Abidjan a abrité du 16 au 18 novembre le 4e Forum international sur la retraite. Les États membres de la CIPRES, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, ont mené des réflexions. Ils ont évoqué la nécessité de l'équilibre financier de la branche retraite pour une meilleure couverture sociale des populations, d'importantes résolutions prises pour l'amélioration des revenus des retraités. Serge Coléa. Les États membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale veulent une meilleure couverture sociale des populations dans la zone CIPRES, forte de 17 pays. Le forum a surtout pris 3 grandes recommandations, parmi lesquelles on peut citer la nécessité d'améliorer la gouvernance de nos institutions, d'optimiser les investissements en faisant appel aux produits du marché en vue de permettre d'atteindre des taux de couverture importants. Et il a été souligné la nécessité de procéder à des revalorisations périodiques de leurs pensions. Ce 4e forum international sur la retraite a été l'occasion de sensibiliser les acteurs de la gouvernance sur leur rôle dans l'équilibre financier à long terme de la retraite. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, a marqué l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire sur le sujet au plus haut niveau. L'ultime défi pour nous sera que les dites recommandations soient portées par tous et amenées à leur concrétisation pour le plus grand bonheur de nos populations. Chers participants, je voudrais singulièrement m'adresser aux responsables de nos OPS. N'oubliez jamais que les cotisants sont l'épine dorsale de notre système de protection sociale. Vous devez exister par eux et pour toujours. Faire fructifier les ressources des organismes de protection sociale pour pérenniser notre système de protection sociale est un métier à part. 243 participants à ce 4e forum international. Plusieurs ministres de la zone CIPRES ont rehaussé de leur présence ces assises. L'Office national de l'état civil et de l'identification continue sa mission pour des données fiables et sécurisées. 757 officiers d'état civil sont en séminaire à Yamoussoukro pour la mise en œuvre de la stratégie nationale. Le bilan de la phase pilote et les perspectives abordées, comme on peut le voir dans ce reportage de Kader Sogodogo. 486 sous-préfets, 201 maires, 37 magistrats et 33 directeurs régionaux de la santé, soit 757 acteurs de l'état civil qui sont réunis à Yamoussoukro dans le cadre d'un séminaire d'information sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un vaste programme de modernisation de son état civil pour des données fiables et sécurisées. L'Office national de l'état civil, ONECI, créé depuis le 22 mai 2019, travaille dans ce sens. L'ONECI, qui a conçu un logiciel de gestion de l'état civil, a lancé une phase pilote de son exploitation de la fin 2021 au 3e trimestre 2022 dans 21 centres principaux d'état civil et 100 centres de santé. Cette rencontre de Yamoussoukro se veut le cadre idéal pour faire un bilan et surtout préparer la consolidation régionale qui sera lancée en 2023. En effet, 40% des déclarations de naissance étaient effectuées sur la base de jugements supplétifs et seulement 20% des décès étaient déclarés dans les centres d'état civil. Pour résorber les dysfonctionnements et accroître le taux de déclaration des faits d'état civil, la réforme initiée en 2016 s'est matérialisée par l'élaboration du document de la stratégie nationale de l'état civil et de l'identification SNECI, adopté en Conseil des ministres le 28 novembre 2018.
Digitalisation de l'état civil, communication avec la remise du guide pratique d'administration de l'état civil. Durant les 3 sessions, l'ONESI et ses acteurs auront une idée claire des performances et innovations en cours dans le domaine. L'Union économique et monétaire ouest-africaine veut s'appuyer sur la presse économique sous-régionale pour accélérer l'intégration. C'est dans ce cadre que 36 journalistes des 8 pays membres ont été formés. Ils ont été sensibilisés sur le cadre d'action prioritaire 2025 de l'Union. Cette formation a lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso, Dangui est dans la capitale burkinabé. Depuis son siège à Ouagadougou, au Burkina Faso, l'UEMOA joue la transparence sur son cap, cadre d'action prioritaire 2025. Système d'information agricole régional, production, valorisation et vulgarisation des statistiques régionales, ce sont là, entre autres, des chantiers inscrits dans le cap et sur lesquels l'Union a renforcé les capacités des journalistes économiques des 8 pays membres. À travers cet atelier, j'ai découvert plusieurs choses, plusieurs programmes que j'ignorais jusqu'ici. CAP 2025 est vraiment ambitieux par rapport aux objectifs de développement fixés dans la sous-région. J'ai particulièrement appris que l'Union cherche à être vraiment une union des peuples et des populations. Et là, ça m'a marqué. S'il n'est plus cette union qui est dans le bureau, cette union qui est dans le bureau feutré, comme je dis, alors c'est une union qui veut descendre dans l'arène, afin que les populations sachent ce qui se fait pour elles et qu'elles soient impliquées également pour la réussite des projets. La commission de l'UEMOA a mis le cap sur une intégration au service du développement économique sous-régional et veut bien s'appuyer sur la presse économique. Posons-nous simplement la question, pourquoi tous les matins, toutes les autorités du monde, que ce soit président de la République, ministre, chef de service, chef de bureau, tout le monde serait sur les journaux, tout le monde. Et quel que soit le pays, c'est vraiment des choses qui sont capitales, qui montrent que le travail de journaliste, à travers cette information qui est fournie, est quelque chose de capital, pour la marche de nos sociétés, pour la marche de nos États et pour la marche de nos économies. Durant une semaine, 36 journalistes économiques des 8 pays membres ont été informés et sensibilisés sur le cadre d'action prioritaire 2025, une nouvelle boussole de l'UEMOA pour accélérer la convergence économique et approfondir le marché. Revenons ici à Abidjan. Les membres du réseau africain de télédiffusion ont visité la ACA et le Centre national d'exploitation à Abobo. Les acteurs de ce domaine étaient à Abidjan pour la 3e Assemblée générale. Ils ont réfléchi sur les enjeux et les défis de la télévision numérique terrestre. Amidi Rasouba, Jamak Djadji. Le rideau est tombé sur la 3e Assemblée générale du réseau africain des télédiffuseurs. La rencontre des membres du réseau avec la haute autorité de la communication audiovisuelle ACA et la visite au Centre national d'exploitation ont permis de connaître le fonctionnement de l'organe régulateur, notamment la gestion des contenus des différentes chaînes de télévision ivoiriennes et de s'imprégner du modèle ivoirien. Nous avons eu vraiment un échange qui, je l'espère, permettra à ce réseau-là d'aller de l'avant, de régler, de faire face aux défis qui sont les siens. Il y a des sujets assez importants qui ont été développés, échangés, et nous pensons qu'avec les orientations et les conseils que M. le Président nous a donnés, nous permettra davantage d'être unis pour relever les défis qui minent le secteur. Le voile est levé sur les questions liées, entre autres, au paiement des droits de diffusion par les éditeurs, aux possibilités d'élargissement des missions des opérateurs et au modèle économique de la télévision numérique terrestre. Nous voulons nous engager à mettre un bouquet régional, un bouquet en accord avec l'UEMOA, et je pense que cela fera plaisir à nos différents pays. C'est en mai dernier, lors de sa 2e Assemblée générale, que le choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter cette session.
Dans le reste de l'actualité, les explosions qui ont touché en septembre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique relèvent du sabotage. C'est ce qu'a annoncé le procureur en charge de l'enquête préliminaire menée en Suède. Les inspections préliminaires sous-marines avaient renforcé les soupçons de sabotage, les fuites ayant été précédées d'explosions. Selon les enquêteurs, fin septembre, 4 énormes fuites de gaz avaient été détectées sur les gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne, toutes dans les eaux internationales. 2 se trouvent toutefois dans la zone économique suédoise et 2 dans celle du Danemark. Et puis en sport, Coupe du Monde Qatar 2022, la FIFA officialise l'interdiction de vente d'alcool aux abords des stades. Ce revirement de situation jette une ombre sur les précédents engagements de l'Émirat musulman conservateur pour accueillir cette compétition. Les organisateurs ont longtemps maintenu le flou sur la question. La FIFA vient de se résoudre ce vendredi à un constat. Elle ne peut pas imposer, comme elle l'entend, à un pays hôte l'intégralité des à côté de la compétition qu'elle organise. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne vante pas sa noblesse sur la route qui mène au champ. Dieu le voulant, on se retrouve demain.